Toutes et à tous sur cette nouvelle capsule vidéo sur la pharmacodynamie, l'interaction du médicament avec son récepteur. En fait, un récepteur, c'est une macromolécule protéique, bien sûr. Bien sûr, ces récepteurs, ils peuvent être de deux types. Soit ces récepteurs cellulaires, ils peuvent être soit des récepteurs membranaires, soit des récepteurs intracellulaires ou bien sûr cytosoliques. Et en fait, c'est sur ces récepteurs intracellulaires qui vont interagir bien sûr avec l'information génétique ou avec l'ADN et bien sûr permettre la synthèse protéique. En effet, le ligand, c'est quoi? Le ligand, c'est la molécule qui va, bien sûr, se fixer sur ce récepteur et ce ligand peut être de différentes natures. Soit c'est un ligand endogène, produit naturellement par notre organisme, et il peut être soit un neurotransmetteur, par exemple l'adrénaline, la dopamine, la noradrénaline. Il peut être également une hormone telle que l'insuline, le glucagon, mais également le ligand peut être exogène, produit bien sûr apporté par le milieu extérieur, c'est le médicament. En fait, pour que ce médicament puisse interagir avec ce récepteur, il doit avoir la même structure chimique que le ligand endogène pour pouvoir agir bien sûr sur le même récepteur cellulaire. Et quand bien sûr une molécule ou un médicament vient se lier bien sûr avec son récepteur cellulaire, cette interaction qui existe entre ce médicament et ce récepteur va dépendre de plusieurs paramètres. Cette liaison peut-être, cette interaction médicament-récepteur, elle peut être bien entendu, elle va dépendre de la sélectivité, de l'affinité, c'est-à-dire que normalement un médicament, il peut se lier à plusieurs récepteurs dans notre organisme et il aura tendance à se lier avec une affinité beaucoup plus grande pour un récepteur, par exemple X, au lieu de se lier avec des récepteurs bien sûr lambda. Et donc on dit que ce médicament, il se lie avec une affinité très très grande pour ce récepteur, d'où il entraîne beaucoup moins d'effets secondaires. Donc ça va dépendre également de la réversibilité, de l'irréversibilité. Donc, lorsque le médicament ou la molécule vient se lier avec son récepteur, elle peut se lier bien sûr de manière réversible, c'est-à-dire qu'elle va se lier avec des liaisons faibles, telles que les liaisons hydrogènes, les liaisons de Van der Waals, c'est-à-dire facilement dissociables. Ce médicament, il peut facilement se libérer de son récepteur cellulaire. La liaison entre le récepteur et le médicament peut être une liaison irréversible, c'est-à-dire qu'il existe une liaison chimique forte entre le médicament ou le ligand exogène et son récepteur cellulaire, et la dissociation, bien sûr, la dissociation est presque impossible. Donc, en fait, également, la liaison, l'interaction entre le médicament et le récepteur va dépendre de la spécificité. C'est-à-dire que, normalement, les médicaments, ils se lient d'une manière spécifique avec des récepteurs cellulaires, mais des fois, ces médicaments, ils peuvent se lier d'une manière non spécifique à des sites moléculaires tout à fait différents des récepteurs. Les médicaments peuvent se lier, bien sûr, à des protéines plasmatiques ou sériques, telles que l'albumine, et la liaison de ce médicament avec les protéines plasmatiques, en fait, comme on a vu lors d'une capsule vidéo sur la distribution des médicaments dans l'organisme, cette liaison, c'est une liaison d'abord non spécifique, et en plus, lorsque le médicament est lié avec cette protéine plasmatique, il se trouve sous forme de réserve dans le sérum ou le plasma, et donc cette partie, elle est inactive lorsqu'il est lié aux protéines plasmatiques. Ce médicament, lorsqu'il est lié aux protéines plasmatiques, il est sous forme inactive, il ne peut pas agir, il ne peut pas exercer une fonction biologique, une fonction pharmacologique, et donc il doit se détacher de cette liaison avec sa protéine plasmatique pour pouvoir aller se distribuer vers les différents tissus ou organes, pour pouvoir se lier aux récepteurs cellulaires et exercer l'action pharmacologique. Donc, quand il est lié aux protéines plasmatiques d'une manière non spécifique, le médicament est inactif. Lorsqu'il est lié au récepteur cellulaire, là, il devient fonctionnel. On parlera également, normalement,
le ligand exogène, le ligand endogène qui est produit dans notre organisme, le médiateur, lorsqu'il va venir se lier à son récepteur cellulaire, il va entraîner bien sûr une réponse pharmacologique, une réponse biologique sous forme de cascade. Il va déclencher bien sûr une réponse intracellulaire sous forme de cascade enzymatique tout dépendra, soit une phosphorylation, par déphosphorylation, elle va entraîner la synthèse, par exemple, hormonale, ou bien elle peut provoquer comme réponse biologique une division cellulaire. Et également, ce ligand, bien sûr, qui peut être agoniste, on dit qu'un ligand est agoniste lorsqu'il vient se fixer sur le récepteur cellulaire de ce même ligand endogène, et il va provoquer les mêmes effets pharmacologiques que le ligand endogène. Par contre, le médicament, si c'est un antagoniste, il va venir se lier sur le même récepteur cellulaire de ce ligand endogène, mais il va bloquer ce récepteur, il va empêcher l'action du ligand endogène sur ce récepteur, et donc il va empêcher la réponse biologique. En ce qui concerne, bien sûr, on a parlé le médicament peut être spécifique ou non spécifique lié aux protéines plasmatiques. Nous allons maintenant aborder la notion d'agoniste. On va parler des agonistes en premier. C'est quoi un agoniste? Eh bien, un agoniste, c'est une molécule qui, lorsqu'elle va venir se fixer sur le récepteur cellulaire du ligand endogène, elle va provoquer les mêmes effets biologiques ou pharmacologiques que ce ligand endogène. Et que, bien sûr, comme on a vu la dernière fois, cet agoniste, ce médicament agoniste, il doit avoir une structure chimique identique à ce ligand endogène pour pouvoir se fixer à son récepteur cellulaire. En effet, il existe plusieurs types d'agonistes. Des agonistes, bien sûr, endogènes, qui peuvent être des neurotransmetteurs, tels que l'acétylcholine, l'histamine, la noradrénaline, par exemple, mais également, ils peuvent être des hormones. Et également, nous trouvons des agonistes qui sont des médicaments, des ligands exogènes, tels que, par exemple, la morphine, qui est un agoniste des récepteurs des opiacés, la phényléphrine, les benzodiazépines, les barbituriques sont des molécules agonistes. En fait, quand on parle d'agonisme, nous devons parler de la notion d'activité intrinsèque alpha. Cette activité intrinsèque, elle définit en fait l'effet pharmacologique. Si nous regardons en fait le schéma qui se trouve à droite de votre écran, c'est un schéma, une représentation schématique qui représente en fait l'effet pharmacologique en fonction de la concentration en agoniste, en médicament agoniste. Donc, on a plusieurs cas de figure en fonction de l'activité intrinsèque alpha. En fait, si nous considérons le cas d'un médicament agoniste entier, c'est-à-dire on dit entier ou complet, c'est un agoniste médicament qui va reproduire il va reproduire les effets pharmacologiques en totalité, les effets pharmacologiques du ligand endogène en totalité. Et son activité intrinsèque est de 1. Alpha est égal à 1, puisque, bien sûr, l'effet maximal est de 100%, l'effet maximal est atteint. Le deuxième cas de figure, c'est le cas d'un agoniste partiel. Un agoniste partiel, c'est un médicament qui, bien sûr, ne va reproduire que partiellement les effets pharmacologiques du ligand endogène et son activité intrinsèque alpha est comprise entre 0 et 1. Et le troisième cas de figure, c'est l'antagoniste. Un médicament antagoniste, c'est un médicament, comme on l'a vu tout à l'heure, il vient se fixer sur le récepteur cellulaire du ligand endogène, il va l'occuper et il va empêcher le ligand endogène de s'y fixer et d'entraîner un effet biologique ou tissulaire. D'où l'activité intrinsèque est nulle. Alpha est égal à 0 en ce qui concerne le cas d'un antagoniste. Également, quand on parle d'agoniste, nous devons comparer, par exemple, quand on utilise, par exemple, deux antagonistes, des médicaments antagonistes en même temps chez un même individu, bien sûr, on peut comparer l'efficacité de deux agonistes qui agissent, bien sûr, sur le même récepteur cellulaire. Donc, si nous considérons ici dans ce schéma, la comparaison entre deux agonistes A et B. En fait,
les deux agonistes A et B, ils ont une même activité intrinsèque, c'est-à-dire que leur effet pharmacologique maximal est le même. Par contre, leur concentration efficace CE50, leur concentration efficace pour atteindre 50% de l'effet pharmacologique est différente. C'est-à-dire que le CE50 de l'agoniste A est plus faible que le CE50, la concentration efficace 50 de l'agoniste B est beaucoup plus grande. C'est-à-dire que le médicament A, il a beaucoup plus d'affinité pour le récepteur cellulaire que l'agoniste B. Si maintenant nous comparons les deux médicaments agonistes A et C. A et C sont des médicaments agonistes pour un récepteur cellulaire et que ce sont des médicaments ici qui ont la même affinité pour le récepteur cellulaire puisque leur CE50 est la même. Par contre, je dis bien leur effet maximal ou leur activité intrinsèque, elle est différente. C'est-à-dire que l'effet maximal pour l'agoniste A, il entraîne un effet maximal de 100%. Son activité intrinsèque est égale à 1. C'est-à-dire qu'il se comporte comme étant un agoniste total. Il reproduit totalement la totalité des effets pharmacologiques du ligand endogène sur ce même récepteur cellulaire. Par contre, l'agoniste C, il se comporte comme étant un agoniste partiel, puisque Emax, l'efficacité pharmacologique maximale, n'est pas atteinte. Elle n'est pas atteinte et bien sûr, il ne reproduit que partiellement l'effet pharmacologique du ligand endogène. Ici, dans ce schéma ou cette représentation graphique, elle nous permet bien sûr de définir ce qu'est un agoniste total et un agoniste partiel. Considérons la courbe en bleu. Il s'agit d'une courbe typique d'un agoniste complet ou total. C'est un agoniste, c'est une courbe qui représente l'effet pharmacologique en fonction de la dose ou concentration en agoniste. Cette courbe, c'est une courbe sigmoïde qui, normalement, plus on augmente la concentration en agoniste, plus l'effet pharmacologique, il augmente progressivement, une ligne droite au départ, et à un certain moment, l'effet pharmacologique maximal est atteint. Il forme un plateau sous forme d'une ligne horizontale, et au-delà de cet effet maximal, c'est-à-dire on ne pourrait pas augmenter, bien sûr, l'effet pharmacologique au-delà de l'effet maximal. Le plateau d'efficacité est atteint. Donc ça, c'est un agoniste complet, la courbe typique d'un agoniste complet, la courbe bleue, puisque il reproduit totalement les effets, bien sûr, pharmacologiques du ligand endogène en totalité. Donc, la courbe verte, c'est une représentation schématique typique de l'agoniste partiel. Puisque, bien sûr, en augmentant, bien sûr, la concentration en agoniste, l'effet pharmacologique, il augmente également progressivement, mais à un certain moment, il va s'arrêter. Bien sûr, la courbe va s'aplatir, mais cette courbe, elle s'aplatit à un niveau inférieur à l'effet maximal de 100%. Et en fait, on dit ici que l'agoniste partiel, il ne nous donne pas les effets pharmacologiques, tous les effets pharmacologiques du ligand endogène lorsqu'il se lie sur le récepteur cellulaire. Et la courbe, bien sûr, en rose, c'est une courbe, bien sûr, qui ressemble à la courbe de l'agoniste complet, en bleu, mais qui est un peu plus déplacée vers la droite. Pourquoi? Elle montre parfaitement que l'effet maximal, l'effet pharmacologique maximal est atteint, bien sûr. Que tous les effets, bien sûr, pharmacologiques du ligand endogène, ils ont été faits, mais avec des concentrations en agonistes beaucoup plus élevées. Et c'est un cas, bien sûr, d'une association qui existe entre un agoniste complet et un agoniste partiel. C'est-à-dire que chez un même individu, on administre, bien sûr, chez un même individu, deux médicaments agonistes pour le même récepteur cellulaire. L'un est agoniste partiel et l'autre est agoniste total.
En fait, l'agoniste partiel au niveau de la courbe rose, il va se comporter comme étant un antagoniste compétitif réversible. C'est-à-dire qu'en se liant sur le récepteur, il se lie d'une manière préférentielle au récepteur cellulaire et à la place de l'agoniste total. Ce qui fait que ce dernier, nous devons en plus, il se comporte comme étant un antagoniste compétitif réversible. Il va bloquer, il va diminuer lorsqu'il est pris en même temps avec un agoniste total, il va diminuer l'efficacité de l'agoniste total. Et nous devons augmenter alors les concentrations plasmatiques en agoniste total pour pouvoir bien sûr obtenir l'effet pharmacologique maximal, le Emax, qu'on regarde ici au niveau de la courbe rose qui est atteinte au niveau du Emax. Donc, il se comporte comme étant un antagoniste compétitif réversible. Quand on augmente la concentration en agoniste total, l'agoniste partiel va se déplacer puisque la liaison est réversible avec son récepteur cellulaire. Il va se déplacer en fait de son récepteur cellulaire et il va en fait laisser la place à l'agoniste total. Cet agoniste total va venir lui se placer sur ce récepteur cellulaire et entraîner l'effet pharmacologique maximal, l'effet pharmacologique bien sûr désiré. On va donner l'exemple de quelques médicaments agonistes. Il y a quelques médicaments agonistes tels que par exemple les agonistes des récepteurs des opioïdes, par exemple la morphine, c'est un agoniste du récepteur des opioïdes qui va venir se lier sur les récepteurs des opioïdes et au niveau du système nerveux central et va exercer une action antalgique centrale. On a d'autres médicaments qui sont des médicaments agonistes. Ce sont les agonistes dopaminergiques. Et ils vont se lier toujours au niveau du système nerveux central. Ces médicaments-là, qui sont des agonistes dopaminergiques, ils vont se lier sur les récepteurs postsynaptiques, bien sûr, et vont engendrer les effets de la dopamine. C'est le cas de la lévodopa, la bromocriptine, le ropinirole, le bramipexol. Maintenant, on va parler de l'antagoniste. Un antagoniste, en fait, c'est un médicament qui va venir se lier sur un récepteur cellulaire d'un ligand endogène et il va occuper la place au niveau de ce récepteur cellulaire et va empêcher l'action du ligand endogène. Le ligand endogène ne pourra plus alors se fixer sur le récepteur cellulaire et ne va pas entraîner d'effet biologique pharmacologique. Il va bloquer l'effet biologique, il n'y aura plus de réponse tissulaire. Donc, il existe plusieurs types d'antagonistes, 3 types. On a l'antagoniste réversible, c'est-à-dire que la liaison entre l'antagoniste et son récepteur cellulaire est une liaison réversible. Elle est facilement dissociable. Il se dissocie facilement de son récepteur cellulaire. Deuxième cas de figure, l'antagoniste, il est irréversible. La liaison entre l'antagoniste et son récepteur cellulaire est une liaison chimique irréversible. Très difficilement séparable, c'est-à-dire il se lie fortement, c'est par alkylation par exemple, ou troisième cas de figure, l'antagoniste est pseudo-irréversible, c'est-à-dire qu'il va se dissocier mais d'une manière très lente de son récepteur cellulaire. On a plusieurs cas de figure, on va étudier l'antagonisme compétitif réversible, l'antagonisme non compétitif. On va commencer par l'antagonisme compétitif. C'est quoi l'antagonisme compétitif? Eh bien, l'antagonisme, quand on utilise 2 médicaments qui agissent normalement chez une même personne, qui vont agir sur le même récepteur cellulaire. On va utiliser un médicament agoniste et un médicament antagoniste, mais qui agissent sur le même récepteur cellulaire, mais qui entraînent l'antagonisme compétitif réversible. C'est-à-dire, le médicament, par définition, l'antagoniste, il va agir en compétition avec l'agoniste. L'agoniste, normalement la courbe qui est représentée ici en bleu, c'est un agoniste qui est utilisé seul. Il n'est pas utilisé en association avec un antagoniste. Sa courbe est typique d'un agoniste complet, c'est-à-dire que son effet pharmacologique maximal, Emax, est atteinte à partir d'une certaine concentration maximale en agoniste. Mais par contre, si on l'utilise en association avec cet antagoniste compétitif réversible, sa courbe a tendance à se déplacer vers la droite. Pour obtenir le même effet maximal, on doit bien sûr augmenter la dose en cet agoniste, bien sûr.
Pourquoi? Parce que l'antagoniste compétitif, il agit en compétition avec l'agoniste. Il va venir se fixer sur le récepteur cellulaire et empêcher l'action de l'agoniste. Il va empêcher l'agoniste de venir s'y fixer lui aussi. Et donc, pour obtenir l'effet pharmacologique de cet agoniste, nous devons, en fait, on dit qu'il est réversible parce qu'il se crée comme un état d'équilibre entre un équilibre qui existe entre, d'une part, la liaison entre l'agoniste et le récepteur, et d'autre part, entre ce même récepteur cellulaire et l'antagoniste. À un certain moment, lorsqu'on veut renverser la situation, on augmente la concentration en agoniste. À ce moment-là, l'antagoniste compétitif va se déplacer de son récepteur cellulaire parce qu'il s'y lie d'une manière irréversible, par des liaisons très faibles. Il va facilement s'y dissocier. Il va léguer la place à l'agoniste. Cet agoniste alors va venir se fixer sur son récepteur et entraîner l'effet pharmacologique maximal observé à ce niveau-là en ce qui concerne la courbe rouge. Cette courbe rouge montre parfaitement le cas typique d'une association, bien sûr, d'un antagonisme compétitif réversible entre un agoniste et un antagoniste pour le même récepteur cellulaire. Et nous allons donner un exemple tout à fait typique à ce niveau-là de la morphine avec la naloxone. La morphine, c'est un médicament antalgique central très puissant qui agit au niveau du système nerveux central. Elle agit sur c'est un agoniste des récepteurs des opioïdes. Et la naloxone, quant à elle exerce l'effet inverse, c'est-à-dire elle agit comme étant un antagoniste du récepteur des opioïdes. En cas d'intoxication à la morphine, on peut indiquer l'utilisation de la naloxone. Mais cette naloxone, elle agit comme étant un antagoniste compétitif réversible vis-à-vis de la morphine. À un certain moment, lorsqu'on augmente la concentration en morphine, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, la naloxone étant un antagoniste compétitif réversible, va se dissocier de son récepteur cellulaire et va céder la place à la morphine, qui est un agoniste du récepteur des opioïdes. Cette morphine va venir se fixer sur son récepteur cellulaire et entraîner l'effet biologique, bien sûr, au niveau du système nerveux central, exercer son action antalgique puissante. Le deuxième cas de figure, c'est l'antagonisme non compétitif. C'est quoi? Eh bien, on regarde la représentation schématique en face. En vert, la courbe en vert, c'est une courbe typique d'un agoniste complet, lorsque l'agoniste est utilisé seul et non pas en association. Il nous donne cette courbe verte qui augmente progressivement et atteint, bien sûr, il va stagner à un certain moment et va bien sûr devenir une ligne horizontale lorsqu'elle atteint l'effet pharmacologique maximal. Ça, c'est ce qu'on appelle la courbe typique d'un agoniste complet, ce qui, bien sûr, va engendrer la totalité des effets pharmacologiques du ligand endogène. Mais par contre, si on associe deux médicaments qui agissent sur le même récepteur cellulaire, l'un agoniste complet avec un antagoniste non compétitif, on obtient la courbe en violet qui est juste en dessous. C'est-à-dire que l'agoniste complet qui entraîne les mêmes effets pharmacologiques que le ligand endogène et en totalité, lorsqu'on associe avec un antagoniste non compétitif, ils vont tous les deux agir simultanément et en même temps sur ce même récepteur. L'agoniste va se fixer sur le récepteur cellulaire et l'antagoniste non compétitif, il va se fixer d'une manière par liaison allostérique sur ce même récepteur cellulaire. Et donc, cet antagoniste non compétitif, il va diminuer, en se liant à ce même récepteur cellulaire, il va diminuer l'efficacité de l'agoniste total. Ce qui aura pour conséquence une diminution de l'efficacité de l'agoniste et on obtiendra une courbe en violet qui, bien sûr, qui est typique d'une courbe d'un agoniste partiel. C'est-à-dire que cet agoniste, il aura une activité amoindrie
et il n'atteindra jamais l'effet pharmacologique maximal. Son effet sera diminué, son activité intrinsèque, alpha, sera comprise entre 0 et 1. Un exemple de médicament antagoniste, il y en a plusieurs. Je vais vous donner 3 exemples. À ce niveau-là, on a les antagonistes de l'angiotensine 2. On pouvait savoir, l'angiotensine 2, c'est une hormone qui est normalement produite par le rein et qui a comme action une vasoconstriction des vaisseaux sanguins, d'où elle provoque une hypertension artérielle. En fait, cette angiotensine 2, elle est produite à partir de l'angiotensinogène qui, normalement, sous l'action de la rénine, va nous donner l'angiotensine 1, qui elle-même, sous l'action de l'enzyme de conversion, va nous donner l'angiotensine 2. Et cette hormone qui est l'angiotensine 2 va agir sur des récepteurs de l'angiotensine 2. Il en existe 2 types, le récepteur AT1 et le récepteur AT2. Mais cette angiotensine 2, c'est une hormone qui agit d'une manière préférentielle, de manière spécifique au récepteur, à l'angiotensine 2 AT1. Donc en se liant, cette angiotensine 2, en se liant à ce récepteur AT1, elle va provoquer la vasoconstriction des vaisseaux sanguins et une hypertension artérielle. Donc en utilisant des médicaments qui sont des antagonistes de l'angiotensine 2, cette grande famille d'antihypertenseurs, qui sont les antagonistes des angiotensine 2, vont venir se fixer au récepteur AT1 de l'angiotensine 2, ils vont le bloquer et ils vont empêcher l'action de l'angiotensine 2. L'angiotensine 2 ne pourra pas se lier au récepteur AT1, donc il y aura une vasodilatation, une dilatation des vaisseaux sanguins et par conséquent une hypotension artérielle. Donc les angiotensines, les antagonistes des angiotensines 2, c'est une grande famille d'antihypertenseurs utilisés en cas d'hypertension artérielle et parmi les molécules les plus utilisées, leurs DCI, on a le condésartran, l'éprosartan, l'irbenzartran, le losartran, l'olmesartran, le telmisartran et le valsartran. D'autres médicaments qui sont des antagonistes, des récepteurs cellulaires, on a les antihistaminiques H2. Nous savons très bien que, les antagonistes, les antihistaminiques H2 sont des médicaments qui vont agir sur les récepteurs de l'histamine de type H2 qui sont localisés sur la paroi, les cellules de la paroi de l'estomac. Et normalement, de point de vue physiologique, comment ça se passe? Eh bien, une gastrine, elle va être libérée par des cellules de l'estomac. Cette gastrine va entraîner la production de l'histamine. L'histamine va venir se lier sur ce récepteur de type H2 de l'histamine qui sont localisés sur les cellules de la paroi de l'estomac. Et en se liant, cette histamine, en se liant sur les récepteurs histaminiques H2, va stimuler une pompe potassium-proton. Cette stimulation de la pompe potassium-proton qui est localisée au niveau de la paroi de l'estomac va favoriser l'entrée de protons à l'intérieur de la lumière gastrique et donc une diminution de l'acidité gastrique et une augmentation de la sécrétion d'acide chlorhydrique et donc elle augmentera l'acidité gastrique. Donc ces antihistaminiques H2 qui sont des antagonistes des récepteurs de l'histamine de type 2 vont venir se fixer sur ces récepteurs de l'histamine H2 au niveau de la paroi gastrique et ils vont bloquer bien sûr ce récepteur cellulaire et en le bloquant, ils vont empêcher l'action de l'histamine et ils vont inhiber la pompe à protons d'une manière indirecte. Il n'y aura pas d'entrée de protons dans la lumière gastrique et donc il n'y aura pas d'accumulation d'acide chlorhydrique dans la lumière gastrique. Donc, ces antihistaminiques H2, ce sont des antisécrétoires et qui empêchent l'accumulation d'acide chlorhydrique. Et donc, ils sont surtout indiqués en cas d'ulcère gastro-duodénal ou de reflux gastro-œsophagien. Et plusieurs médicaments, ils appartiennent à cette famille d'antihistaminiques H2. On a la cimétidine, la ranitidine, la famotidine et la nizatidine. Notre exemple de médicaments qui sont des antagonistes, cette fois-ci les antagonistes de la LH-RH.
En fait, ce sont des médicaments, ces antagonistes de la LHRH, sont des médicaments qui vont se lier à des récepteurs d'une hormone qu'on appelle la LHRH. Ils se lient aux récepteurs de cette hormone qu'on appelle la LHRH. Et cette LHRH, elle est bien sûr située au niveau de l'hypophyse. L'hypophyse, c'est une glande normalement qui est située à la base du cerveau et qui permet la synthèse et la sécrétion de deux hormones, la LH et la FSH. La LH qui est l'hormone lutéinisante et la FSH, une hormone folliculostimulante. Et ces deux hormones, LH et FSH, c'est eux qui permettent, en fait, ces hormones, c'est elles qui vont permettre la synthèse de la testostérone, bien sûr, qui est une hormone masculine par les testicules. Donc, en bloquant ces antagonistes de LH-RH, en agissant en amont, ils agissent en avant au niveau, bien sûr, de l'hypophyse, ils vont bloquer la synthèse et la libération de LH et FSH et par conséquent, ils vont diminuer la synthèse de testostérone et plus exactement, bien sûr, cette testostérone sera plus libre, sa concentration de cet androgène va être diminuée au niveau de la circulation sanguine et elle n'ira pas se fixer sur les cellules surtout cancéreuses, responsables du cancer de la prostate ici, parce qu'il s'agit d'une hormone masculine, un androgène. Donc normalement, ce sont des, le cancer, ces antagonistes de LHRH sont des médicaments qui sont utilisés surtout pour traiter les cancers de la prostate, qui est un cancer hormonal dépendant. Il dépend de la testostérone, il dépend de l'androgène. Pourquoi? Parce que la cellule cancéreuse au niveau de la prostate, la cellule prostatique cancéreuse, elle ne se développe qu'en présence d'androgène, parce que cet androgène va venir se lier sur des récepteurs à androgènes qui sont situés sur ces cellules cancéreuses au niveau de la prostate, ce qui favorisera en fait la prolifération de la tumeur. Donc, en diminuant l'androgène au niveau du sang, on va diminuer la fixation de cet androgène sur ces cellules tumorales et on va empêcher la prolifération de la tumeur. Donc, ce sont des médicaments utilisés en cas de cancer de la prostate qui est sensible aux hormones, surtout les androgènes. Et ce sont des médicaments, en fait, qu'on va donner aux malades qui ont le cancer de la prostate, mais à des stades très avancés de la maladie, pour freiner le développement de la tumeur cancéreuse. Et parmi ces antagonistes de la LHRH, pour traiter le cancer de la prostate, la fameuse molécule, le Degarelix. Donc, pour résumer, si on veut terminer, bien sûr, cette vidéo, ce schéma, il nous montre clairement qu'il y a plusieurs types de médicaments qui agissent sur les récepteurs cellulaires. D'abord, le médicament, il peut agir, bien sûr, lorsqu'on l'utilise en tant qu'agoniste. On l'utilise seul, non en association avec d'autres médicaments. Il va venir se lier à un récepteur cellulaire et il va entraîner, par exemple, la totalité des effets pharmacologiques du ligand endogène. Il entraîne un effet maximal, un effet pharmacologique de 100%, et c'est ce qu'on appelle par agoniste total. Et il est représenté par la courbe en jaune. Par contre, l'effet contraire, l'effet inverse, lorsqu'un médicament a une action antagoniste. Une action antagoniste, c'est que ce médicament, il vient se lier sur le récepteur cellulaire du ligand endogène, il va le bloquer, surtout s'il est utilisé seul et non pas en association avec un autre médicament. Il va le bloquer, il va empêcher l'action du ligand endogène et donc son activité intrinsèque est nulle, elle est zéro. Et donc, la courbe, elle est représentée en rouge au niveau de ce schéma. Donc, par contre, si on associe des médicaments qui agissent normalement sur le même récepteur cellulaire, on a deux cas de figure. Soit on associe un agoniste et un antagoniste compétitif réversible, et cet agoniste, l'association de l'agoniste et l'antagoniste compétitif sur le même récepteur cellulaire, on obtient la courbe qui est en bleu, c'est-à-dire que l'effet pharmacologique maximal est atteint par l'agoniste, sauf qu'il est bien sûr atteint avec une concentration en agoniste beaucoup plus élevée que, bien sûr, lorsqu'on utilise l'agoniste seul.
Pourquoi? Parce que, comme on a vu tout à l'heure, l'antagoniste compétitif réversible, il vient se lier au récepteur cellulaire et il empêche l'action de l'agoniste. Mais lorsqu'on augmente la concentration en agoniste, eh bien, tout simplement, l'antagonisme étant réversible, sa liaison avec le récepteur étant réversible, il va se détacher bien sûr de sa liaison au récepteur, il va céder la place à l'agoniste bien entendu, et cet agoniste va venir se fixer sur son récepteur cellulaire et provoquer l'effet pharmacologique maximal, le Emax, 100%, mais avec des concentrations beaucoup plus élevées. Le dernier cas, c'est la courbe en violet, c'est le cas d'une association entre deux médicaments, un agoniste et un antagoniste non compétitif pour le même récepteur cellulaire. L'agoniste, il était au départ total, complet, c'est-à-dire qu'il exerce la totalité des effets pharmacologiques du ligand endogène. Quand il est associé, lorsqu'on l'utilise seul, il nous donne la courbe jaune. Mais par contre, quand il est associé avec un antagoniste non compétitif, sa courbe, il devient pratiquement un agoniste partiel. Il ne reproduit pas les effets pharmacologiques en totalité. Son effet, bien sûr, pharmacologique est très abaissé. Donc, il ne reproduit pas la totalité des effets pharmacologiques. Il se comporte comme étant un agoniste partiel. Pourquoi? Parce que l'agoniste et l'antagoniste non compétitif, ils se lient sur le même récepteur cellulaire, mais d'une manière simultanée et en même temps. L'agoniste se lie sur le récepteur cellulaire et l'antagoniste non compétitif, il se lie d'une manière allostérique sur le même récepteur cellulaire et donc il va en quelque sorte diminuer l'activité de l'agoniste total et il deviendra un agoniste partiel. Sur ce, je viens de terminer en fait cette vidéo sur la notion d'agonisme et d'antagonisme et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle capsule. Merci.